Marché boursier. Quelle est la tendance de fond, la tendance de long terme? Avons-nous eu cet été un rebond technique dans le cadre d'un marché baissier de type bulle Internet ou 2008-2009? Ou avons-nous eu en juin dernier la première jambe de la relance de la tendance haussière de fond? Bienvenue au Top Gun de ce lundi 22 août 2022. Alors chers amis, bienvenue. Bienvenue, j'ai envie de faire le point avec vous en cette semaine boursière fondamentale je pourrais la qualifier de pré-rentrée. Oui, de pré-rentrée. Je vais dans cette vidéo couvrir ces sujets, les temps forts de la semaine. Ce rebond technique qui, comme prévu par l'analyse technique, a été terminé en début de semaine dernière. Mais la vraie question qui intéresse tout le monde, car au fond, tout le monde les voyait ces résistances. La vraie question est de savoir, cet été, le rallye haussier estival, a-t-il été un rebond dans le cadre d'un bear market? Il y a des exemples passés de bear market qui ont eu ce type de configuration. Où avons-nous établi un point bas solide en juin? Et là, on retrace et ça repart. Alors, bien sûr, tout va dépendre des fondamentaux. En fait, le thème, la thématique, cette inflation qui s'est stabilisée cet été, s'est-elle stabilisée pour repartir vers de nouveaux plus hauts? En Grande-Bretagne, on annonce une inflation de 13% à l'automne. Cet hiver qui inquiète tant les économistes et les banques centrales, la remontée des taux d'intérêt qui a commencé, si l'inflation devait réaccélérer à la rentrée, notamment énergétique, c'est elle qui s'est calmée d'ailleurs cet été, notamment le pétrole, pas le gaz naturel. Je vous renvoie à mon Fast and Forex de mercredi dernier sur ce sujet. Mais comprenez bien une chose, au-delà des scénarios techniques, et je vais dans cette vidéo vous proposer une comparaison avec le passé. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai renversement haussier? Cet été, on n'a pas validé de pattern technique de renversement haussier. On a fait un rebond technique. Il y a beaucoup d'exemples similaires, vous allez voir. Et je vais partir de la crise du choc pétrolier des années 70. Mais la vraie thématique sont les fondamentaux. Pour envisager que Wall Street reparte à la hausse, il faut une inflexion de la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Pour avoir une telle inflexion, c'est-à-dire la fin de la hausse des taux et à nouveau une baisse des taux, il faut que le régime des prix soit brisé dans sa tendance haussière et qu'il retende progressivement vers 2%. On en est loin, on est à 4 fois plus. Voilà un peu tous les thèmes dont j'ai envie de vous parler. J'ai un plan que je vais vous présenter tout de suite. Et puis écoutez, je vous propose de ne pas perdre davantage de temps. Je me réduis et on attaque le vif du sujet. Alors voilà, c'est le sujet que je vais traiter. La tendance long terme est-elle haussière ou baissière? Alors, attention, personne n'arrive avec une réponse absolue à cette question. Mais on va regarder un certain nombre d'éléments de comparaison. Et ensuite, à chacun de faire sa propre balance des événements. Mais en gros, c'est vraiment le débat de la rentrée. Il y a vraiment ceux qui y voient une opportunité de vendre pour repartir vers de nouveaux plus bas. Et c'est ceux-là qui jouent le scénario d'une récession réelle. Alors, les États-Unis sont déjà en récession technique, pas encore réelle. Et puis ceux qui pensent que ça y est, l'excès baissier a été atteint, et que le sentiment est trop baissier, et qu'il faut repayer pour le long terme. C'est vraiment passionnant, c'est cette opposition du moment. Alors, voici les thèmes que je vais traiter dans cette vidéo. D'abord, les temps forts fondamentaux de la semaine, comme chaque lundi, je vous les présente. C'est ce que j'appelle une semaine de pré-rentrée, parce qu'il y a bien sûr des chiffres économiques importants. Il y a surtout le symposium économique de Jackson Hole, je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais revenir sur ce qui a été la fin du rebond technique la semaine dernière, avec, et bon, je défends ma paroisse, avec des éléments techniques hyper classiques de fin de rebond technique, comme exposé l'année dernière, qui ont agi. Bilan des courses, ce rebond technique qui est terminé. Quel est son statut? Construit-il la tendance baissière ou a-t-il relancé la tendance haussière? On va parler du passé, on va regarder des éléments présents, on attaque. Première partie, les temps forts fondamentaux de la semaine. Alors, il y en a 3. Mardi 23 août, les indices PMI de Markit en version flash. Je vous en ai régulièrement parlé, les indices Purchasing Manager Index
sont les indicateurs macroéconomiques avancés. Il y a une corrélation entre la courbe de ces indices PMI et les grands indices boursiers. Le fait majeur, le symposium économique de Jackson Hole, qui est une réunion aux États-Unis de tous les banquiers centraux mondiaux, mais pas seulement, aussi les pontes des institutions financières internationales et aussi des organismes privés. C'est majeur. En fait, ce symposium économique de Jackson Hole, il va permettre de savoir quelle est la priorité des banques centrales. Détruire l'inflation au risque de plonger nos économies occidentales en récession réelle ou surfer entre les deux. Ce symposium économique va créer une dynamique commune entre les grandes banques centrales. C'est jeudi et vendredi. Et vendredi, vous avez les chiffres de l'inflation aux États-Unis, selon l'indice des prix PCI, qui est le plus suivi par la Fed. Bon, ça voilà, c'est chaque mois, on le sait. On regarde quelques détails sur ces sujets. Alors ne partez pas, hein, j'accorde quelques minutes à cette introduction sur ce qu'il faut suivre, et puis je traiterai vraiment le sujet en deuxième partie de vidéo. Et puis c'est lundi, c'est la semaine de pré-rentrée, il faut être calme et patient. Alors, la rentrée fondamentale approche. Bon, moi je pense que ça y est, on met un pied dedans ce lundi. Le symposium économique de Jackson Hole, vous avez une belle photo ici, il était organisé par la réserve fédérale régionale des États-Unis de Kansas City. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a la Banque centrale américaine qui est la réserve fédérale des États-Unis, mais qui est en fait une fédération de 12 banques centrales régionales, dont fait partie celle de Kansas City. Et donc chaque année vont se rassembler les banques centrales du monde, les institutions financières internationales, des grandes entreprises. C'est le fait majeur de la semaine, jeudi et vendredi. Les indices PMI de Markit et la Fed cette semaine, et l'indice des prix PCI. Alors, les indices PMI de Markit, c'est mardi 23 août. Je suis ici sur le site que vous commencez, je pense, maintenant à connaître de Trading Economics. Les indices PMI de Markit sont les indices macroéconomiques les plus respectés par le marché. Il y a une corrélation positive entre ces indices PMI et les indices boursiers. Je vous le rappelle en vous montrant ici l'indice américain Russell 2000. Alors, vous avez le Dow Jones, le S&P 500, le Russell 2000, vous avez les 2000 plus importantes capitalisations boursières américaines, et vous constatez une corrélation positive entre le PMI manufacturier des États-Unis et la tendance des actions américaines. Donc, ce chiffre du PMI mardi pour tous les pays occidentaux sera majeur. Et vendredi, alors que nous serons en plein symposium économique de Jackson Hole, vous avez aussi aux États-Unis la publication de l'indice des prix PCI. C'est un indice d'inflation. Pourquoi est-il important ? Car c'est celui que regarde la Fed. La Fed ne regarde pas le CPI, la Fed regarde le PCI. Et voilà, sa dernière lecture était 6,8. Pourquoi c'est important ? Le consensus pour ce chiffre vendredi, c'est une baisse à 6,2. Autant vous dire que si ça monte au-dessus de 6,8, on coule. Si on confirme que ça baisse à 6,2 ou en dessous, on rebondit. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Les marchés financiers sont binaires dans l'interprétation des fondamentaux. La nuance, j'ai remarqué, n'existe pas. Donc ça, ce sont les temps forts fondamentaux de la semaine. Alors, la fin du rebond technique, j'en ai parlé la semaine dernière dans la vidéo Top Gun de lundi dernier, qui s'intitulait « Une fin proche de rebond », pour des raisons techniques qui étaient assez simples. Un rallye haussier qui a commencé mi-juin et qui se termine mi-août, pour deux raisons. La première, des résistances techniques de l'horizon de temps hebdomadaire, donc les bougies japonaises hebdomadaires, les bar charts hebdomadaires, les cours de clôture en données hebdomadaires, un incrément par semaine, avaient rejoint des résistances. D'autre part, la mesure quantitative avait atteint un surachat, alors qu'en juin, elle était en survente. Je prends comme exemple le pourcentage des actions du S&P 500 vis-à-vis d'un certain nombre de moyennes mobiles. En juin, il y avait un excès baissier dans le pourcentage des actions du S&P 500 au-dessus de MM20, MM50 et MM200. Bon, MM200, ça continue de rebondir, on est encore bas, mais mi-août, MM20 et MM50 est arrivé tout en haut. Il y avait un excès aussi. On va regarder tout ça. Alors, donc, qu'est-ce qui a permis d'envisager à un stade précoce la fin de ce rebond technique ? Tout d'abord, le pourcentage d'actions donc, qui compose le S&P 500 vis-à-vis des moyennes mobiles simples à 20 et 50 jours. Alors, j'ai l'information ici. Vous avez ici le pourcentage d'actions du S&P 500 vis-à-vis de la moyenne mobile simple à 50 jours. En juin, on était en zone d'achat. Et là,
la semaine dernière, on a atteint la zone historique de vente. Donc on retrace. De la même façon, je vais aller chercher le pourcentage d'actions du S&P 500 vis-à-vis de la moyenne mobile à 20 jours. En juin, on était en support et mi-août, le marché est arrivé en zone historique de résistance. J'ai 20 ans d'historique de cours. Donc voilà, c'était une configuration de surachat technique de court terme. Et donc, en fait, mi-août, on a eu à la fois en surachat le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile simple à 20 jours et 50 jours. Donc, on retrace. Et la raison du rebond mi-juin, c'était l'exact scénario opposé. Alors, par rapport à la 200 jours, qui est quand même la tendance de fond, on est toujours en reprise depuis la zone d'achat de long terme. Alors, bon, ça fait plutôt penser à ce qu'on a fait le point bas en juin dernier. Bon, on verra bien. Globalement, lorsqu'on pèse dans une balance les différents arguments, ils s'équilibrent. Écoutez, que voulez-vous? L'incertitude domine, il ne faut pas le nier. Alors, je reviens sur ce qui permettait d'envisager la fin du rebond. Les résistances techniques qui avaient atteint le marché, je vous en ai parlé depuis un certain temps, il s'agissait, la cible était la moyenne mobile à 200 jours. Vous savez, si vous suivez mes vidéos, que les croisements divers et variés de MM50 avec MM200, à la hausse ou à la baisse, sont la représentation du phénomène dit de Death Cross ou de Golden Cross. Et donc, après avoir dépassé la moyenne mobile simple à 50 jours, ici pour le S&P 500, comme tant de fois dans l'exemple passé, on a rejoint 200. Et on a rejoint 200. Et à ça est venu s'ajouter cette superbe ligne de résistance chartiste. Voilà, il n'y a pas de secret. Touchette, rejet. Voilà. C'est encore une illustration de la pertinence de l'analyse chartiste et dans ses approches les plus basiques. D'ailleurs, je peux prendre l'exemple aussi pour illustrer ce propos du contrat futur CAC 40 qui, en données journalières, nous a fait le même sujet. Dépassement de la 50, pullback, on atteint la 200, on retrace. Et je m'attends maintenant à quelque chose de latéral là-dedans, de neutre, en ce début de rentrée, et ensuite la suite. On repasse vraiment haussier, si on redépasse ça, on sort par le bas de ça, on passe à la cave. Voilà, en gros, donc là, attendez-vous à une rentrée latérale. C'est un fait établi technique. Cette rentrée sera latérale pour choisir, trancher entre cette alternative et, si vous vous souvenez de vos cours de français, une alternative, c'est deux branches. Donc, c'est la résolution haussière du range ou la résolution baissière du trading range, que je viens de détailler, et qu'on peut illustrer donc par cet intervalle délimité entre la moyenne mobile simple à 50 jours et la moyenne mobile simple à 200 jours. Alors, cependant, du côté du sentiment des investisseurs particuliers, la dernière lecture en provenance du site de l'Association américaine des investisseurs particuliers nous disait le 17 août dernier, c'était en milieu de semaine dernière, il y avait une augmentation du pourcentage des vendeurs. Ça fait partie. Il n'y avait pas d'excès d'optimisme du côté des investisseurs particuliers. Il n'y avait que 33% d'haussiers. L'excès d'optimisme, c'est 48%. Ça va plutôt dans le sens d'un retracement sous MM200 avant de rebondir et de repartir. Donc, vous voyez, pourquoi il y a un équilibre des forces et je pense qu'il sera bien cadré par ces deux moyennes mobiles. Alors, la fameuse tendance de fond. Avons-nous vécu un rebond technique de l'été, une jambe de rebond dans le cadre d'un nouveau grand marché baissier, comme il en existe autant par le passé? Ou avons-nous eu le point bas en juin, et là nous retraçons simplement la première jambe du rebond avant de repartir vers les records d'ici la fin de l'année? C'est le débat du moment. Mais tout ça bien sûr lié aux fondamentaux. Premier élément de réponse. Vous avez sous les yeux, je suis allé vous chercher, la performance du S&P 500 entre le plus haut et le plus bas, dans toutes les phases de récession depuis quasiment un siècle. Alors attention, je vous rappelle une chose.
Les États-Unis sont en récession technique actuellement, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 trimestres consécutifs d'un taux de croissance négatif du produit intérieur brut. Très bien. En rythme trimestriel. La récession réelle, c'est quand on observe une dégradation majeure du marché de l'emploi, ce qui n'est pas encore le cas aux États-Unis. Donc, j'ai ici cherché à calculer la moyenne de la baisse à chaque fois que les États-Unis ont été en récession réelle, la moyenne de la baisse du marché boursier. Où en sommes-nous par rapport à ça cette année? Quelle est la baisse depuis le début de l'année? Sommes-nous dans la moyenne ou pas? Et si nous devions être dans la moyenne, où cela renvoie le S&P 500? Voilà un peu les éléments que j'ai voulu vous proposer. Alors, j'ai passé en revue la période de récession, la Grande Dépression des années 30, la récession de 48-49, celle de 1953 à 54, de 1957 à 1958, de 1960 à 61, etc., etc. Le choc pétrolier des années 70 et un certain nombre de récessions connues plus proches de nous, la bulle Internet 2001-2002, la grande récession de la crise financière et bien sûr celle du Covid. Et vous avez en rouge la performance entre le plus haut et le plus bas sur cette période de récession économique réelle du S&P 500. Eh bien, la moyenne est de moins 34% pour le S&P 500. Si je fais le delta entre le plus haut de novembre dernier et le plus bas de juin dernier, le S&P 500 n'a fait que moins 24%. Oui, mais me direz-vous, nous ne sommes pas en récession réelle, nous sommes en récession technique. Mais imaginons que nous soyons en récession réelle et que le S&P 500 fasse comme la moyenne des baisses. Eh bien, je vais prendre ici le S&P 500 de manière brute. Je vais prendre ici cet outil en prenant le plus haut. Donc là, vous voyez, on a fait moins 24. Si on devait faire moins 30, voilà. En fait, si on devait faire la moyenne, les moins 30, moins 34, on revient au minimum au contact ici de l'ancien sommet avant le choc boursier de la crise sanitaire qui était ici en mars 2020. Donc, voilà, si vraiment si les économies occidentales entrent en récession réelle en fin d'année du fait de tous les éléments fondamentaux perturbateurs, nous n'avons eu cet été qu'un rebond technique dans le cadre d'un bear market. Et nous irons ici avant la fin d'année. Et là, tous les actifs risqués plongent. Alors, voilà une première façon de répondre, en se basant sur une approche quantitative ici des fondamentaux. Maintenant, regardons des éléments de graphique. L'enjeu de la tendance de long terme. Alors déjà, la tendance de très 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 long terme. Sans ambiguïté. Sans aucune ambiguïté. La tendance de très 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 long terme, sur plusieurs décennies consécutives, elle est haussière. Point final. Mais en même temps, là, on ne cherche pas à se projeter sur plusieurs décennies, naturellement. Mais je voulais déjà recadrer certains éléments. Vous avez ici la représentation graphique du S&P 500 en échelle logarithmique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez la courbe ici en bougie japonaise hebdomadaire, mensuelle. Bon, si quelqu'un y voit une tendance baissière, c'est qu'il a inversé son écran. Mais peu importe. Alors, regardons des choses plus concrètes pour nous. Je vais passer en vue le graphique du S&P 500 en regardant les précédents marchés baissiers, pour essayer de comprendre ce qu'on a fait cet été. Et c'est vrai que malheureusement cet été, on n'a pas validé de configuration de renversement haussier, c'est ce que vous allez voir. On va prendre la crise sanitaire de 2020, la crise financière de 2008, le marché baissier de la bulle Internet, le crack de 87, le marché baissier du choc pétrolier de 1973. Nous allons prendre tous ces éléments. Et au passage, si mon travail vous intéresse, s'il est là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez ici mon compte Twitter. Alors, c'est parti. Alors, petite parenthèse. Je vous rappelle que la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis a lieu le 21 septembre prochain et que le consensus est à 3 nouvelles hausses de taux. Donc, bien sûr que cela s'ajuste en permanence et le symposium économique de Jackson Hole ce jeudi et ce vendredi va permettre d'en savoir davantage. Mais dites-vous bien que les taux d'intérêt n'ont pas fini de monter
parce que l'inflation n'est pas vaincue. Alors, ça, c'est maintenant. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données hebdomadaires du contrat futur mini S&P 500. Vous avez l'épaule tête-épaule qui a été faite, le point haut qui a été fait en novembre 2021, et là, donc, le rebond de l'été. Lorsqu'on regarde ça, on se dit que ce n'est qu'un retracement au contact, c'est un pullback au contact de la ligne de coup de la figure de renversement baissier, et que ça va recouler. Bon. Et c'est vrai que lorsqu'on compare la moyenne des baisses en récession, là on n'a fait que moins 24%, la moyenne est à moins 34%, et que moins 34%, ça nous ramène au bas mot au contact de l'ancien record historique avant le choc boursier de la crise sanitaire. Bon, ça, nous l'avons déjà vu. Alors, dans le passé, il y a eu, c'était pas vraiment un bear market, c'était presque un flash crash, la crise sanitaire, parce que volontairement, nos économies ont été mises à l'arrêt par les mesures de grand confinement. Et moins 35% de baisse, d'ailleurs, on a fait la moyenne, moins 35% de baisse, il y a eu un avalement haussier en données hebdomadaires et on est reparti. Bon, très bien. Revenons un peu plus dans le passé. Nous avons maintenant ici le grand marché baissier de la crise financière de 2008-2009, la crise des subprimes aux États-Unis, où il y avait eu donc une sorte de rounding top, une phase de baisse de 58%, et voilà, certains comparent avec ce qu'on a vécu ici cet été, où on est revenu chercher la ligne de résistance baissière, comme je viens de vous montrer, à 4350, et pour renverser à la hausse, on avait fait une épaule, tête-épaule inversée. Mais ça avait été un marché baissier vrai. Mais là, nous étions en récession réelle. Alors que là, les économies occidentales frôlent la récession technique, mais ne sont pas encore en récession réelle. Maintenant, je prends le grand marché baissier de la bulle spéculative de l'Internet en 2000-2001, où la fin de la hausse a été indiquée par une figure chartiste en biseau ascendant. Nous avons eu une première phase de baisse, et là, cette même trendline, et certains comparent cet été à ce que, ici, le marché avait fait en mars-avril 2001, avant la poursuite de la baisse, et la fin de la baisse avait été indiquée par une configuration de renversement haussier en triple bottom. Dans ce cas de figure, nous serions que là. Et je retrouve ici le krach boursier de 87, qui était qu'un flash crash, et derrière, ça ressemble beaucoup à la crise de Covid, avec la même amplitude de baisse, qui est la moyenne des baisses, les fameux moins 34% en récession réelle. J'ai ici le grand marché baissier du choc pétrolier dans la première partie, la première moitié des années 70, avec tout en haut la fameuse épaule tête-épaule, le pullback et une phase de baisse neutralisée par un double bottom. On était reparti, là nous ne serions donc que là. Et puis là j'ai pris les marchés baissiers les plus récents si vous voulez. Donc, en fait, chacun peut y voir ce qu'il veut. Les bears trouveront des exemples passés, les bulls trouveront des exemples passés. Moi, je vous dis que d'un point de vue technique, pour écarter définitivement le scénario baissier, il faut dépasser cette trendline. Il faut invalider cette épaule tête-épaule. Et là, c'est vrai qu'on vient de la tester, donc on n'a pas la réponse encore. Nous n'avons pas la réponse encore. Et d'ailleurs, je reprends le S&P 500 ici en temps réel, en données journalières. Moi, je m'attends en fait à quelque chose de latéral entre ces deux moyennes mobiles. Idem pour le cours du CAC 40, quelque chose de latéral. Et en fonction des fondamentaux, le marché tranchera. Voilà, chers amis. Alors, bien sûr, je n'ai pas apporté une réponse absolue à la question du titre de cette vidéo, mais j'ai voulu commencer à contribuer à la réflexion sur ce sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Merci beaucoup et passez un bon début de semaine.